Alors, la Commission va reprendre ses travaux. Nous allons maintenant entendre le témoin, M. René Tinaoui. Alors, en vous mentionnant encore une fois que vous disposez de 10 minutes avant la période d'échange avec les parlementaires. Alors, la parole est à vous. Monsieur le Président, merci. Je vois que vous avez entre les mains un chronomètre d'une précision atomique. Alors, compte tenu de l'heure tardive, j'ai coupé pas mal dans mon texte de façon à me limiter aux 600 secondes qui me sont allouées. Alors, Mesdames et Messieurs, membres de la Commission parlementaire sur le projet de loi numéro 60, tout d'abord, j'aimerais vous remercier de bien vouloir m'entendre concernant le mémoire que j'ai déposé, faisant l'historique de la propagation du voile islamique. Arrivé au Québec il y a 47 ans et ayant grandi en Égypte, je me suis senti interpellé concernant ce projet de loi. Mon objectif est de fournir humblement aux membres de la Commission, ainsi qu'à la population québécoise, l'heure juste concernant les raisons de la propagation de ce voile islamique. Je présume que vous avez lu mon texte, mais si ce n'est pas le cas, les 4 images qui l'accompagnent en disent long sur la propagation de ce symbole durant les 20 dernières années. Par ailleurs, toutes les lectures que j'ai effectuées sur le sujet, et je ne dis pas que c'était exhaustif, aucun sociologue, philosophe, universitaire ou journaliste n'a abordé la question du pourquoi de cette propagation plutôt récente. D'autant plus qu'il est clair que le Coran n'exige pas le port du voile. En tant que scientifique, ma formation m'oblige à essayer d'aller à la source du problème avant d'envisager des solutions. La réponse telle qu'elle est élaborée dans mon mémoire concernant la propagation du voile, c'est l'influence de la confrérie des frères musulmans pour propager l'islam politique, l'islam intégriste, l'islam fanatique, avec bien sûr des liens avec des organismes terroristes. Cette confrérie des frères musulmans est présente dans plus de 70 pays à travers le monde et elle a pour objectif la création d'un État théocratique, c'est-à-dire un État où la loi civile et religieuse se confondent. Quel lien avec la propagation du voile? Les frères musulmans sont très actifs dans les pays arabes, qui sont en majorité pauvres, si on exclut les pays du pétrole. Ils forment une organisation rigoureuse, hiérarchisée et efficace qui s'appuie sur un réseau d'œuvres sociales, éducatives et médicales dans le but de dominer l'esprit des musulmans avec un islam politique. Les bénéfices émanant des œuvres caritatives aident les populations à porter une oreille très attentive aux prêches des imams pour le retour à un islam intégriste. Cela veut dire le port obligatoire du voile pour les femmes et la barbe pour les hommes, tout en renforçant l'inégalité entre les hommes et les femmes. Les immigrants musulmans qui ont subi durant plusieurs années dans leur pays d'origine l'influence de ce retour à l'islam intégriste ne vont pas mordre la main qui les a nourris physiquement ou mentalement. Ils deviennent alors convaincus de ce que l'islam de la confrérie leur a appris, leur ont promis. L'islam est la solution. Quoi faire? Premièrement, il faut se rappeler l'esprit de la Charte des droits et libertés qui, selon moi, n'avait pas pour but de placer l'individu au-dessus du bien collectif de la société. Si cet esprit n'est plus au rendez-vous aujourd'hui, ne serait-il pas temps de repenser ou reformuler cette charte pour que le bien collectif prime sur le bien individuel? Deuxièmement, la liberté d'expression religieuse, ça c'est l'article 2A de la Charte des droits, inclut, selon la Cour suprême, le droit de croire de ce que l'on veut en matière religieuse, le droit de professer ouvertement des croyances religieuses. Je dis bien professer, enfin, la Cour suprême dit professer et non pas parader, sans crainte d'empêchement ou de représailles. Cela veut-il dire que la liberté religieuse n'a plus aucune limite? Si on lit plus loin, toujours selon la Cour suprême, la liberté de religion, et ça c'est très important, la liberté de religion interdit l'imposition d'exigences religieuses. Je me demande dans ce cas, c'est juste une question que je me pose, je me demande dans ce cas si l'interdiction d'imposer des exigences religieuses
ne s'appliquerait pas alors aux femmes musulmanes qui sont obligées de porter le voile? C'est une question que je pose. De plus, cette imposition religieuse confirme l'inégalité homme-femme et va à l'encontre de notre société. Troisièmement, le débat actuel sur la laïcité devrait aboutir à un choix de société qui devrait cheminer au-delà de la partisanerie. Je voudrais donc profiter de ma présence devant vous, mesdames et messieurs, pour vous supplier de laisser de côté la composante politique concernant cette charte de laïcité. Si l'Assemblée nationale proposait une motion qui serait votée à l'unanimité concernant l'application de la laïcité au Québec, elle aurait un pouvoir moral bien plus important qu'une chicane devant les juges. Ces derniers ne pourront pas ignorer la volonté d'un peuple exprimée clairement par la voix des élus, la voix de tous ces élus. Je me permets, mesdames et messieurs, de vous soumettre respectueusement le fond de ma pensée. Les signes religieux sont inacceptables en milieu de travail. Que ce soit la kippa, le turban ou le voile. Selon certains journalistes, plusieurs personnes ont exprimé leur obligation de démissionner si la loi était appliquée. De toute évidence, plusieurs de ces personnes, je pense, n'aiment pas leur travail. Dans quelle société vivons-nous si la religion a préséance sur le travail? Tout immigrant qui décide de s'installer au Québec, c'est pour y travailler, améliorer ses conditions de vie et non pas pour jouir de vacances permanentes. Il doit donc s'adapter à la société d'accueil et non l'inverse. Si cet immigrant veut imposer ses convictions religieuses, c'est quand même curieux qu'il ait choisi le Québec plutôt que l'Arabie saoudite, le gardien de l'islam. L'Assemblée nationale a déjà voté à l'unanimité dans le passé des motions capitales pour le bien de la société québécoise. Les élus de l'Assemblée nationale peuvent, en oubliant les calculs électoralistes, voter à l'unanimité une motion déclarant l'importance d'avoir un milieu de travail ou académique où la laïcité règne mur à mur. En conclusion, je pense personnellement que tous les signes ostentatoires au milieu de travail ne sont pas des signes religieux, mais bel et bien des signes politiques qui reflètent, pour ceux qui les portent, une certaine désinvolture à l'égard des autres et qui se résument en un seul mot, l'outrecuidance. Je ne suis pas contre la religion, je suis tout à fait pour le port de signes religieux, mais dans les églises, les mosquées, les synagogues et les temples, mais pas au travail. La religion est une affaire personnelle et parader avec un signe religieux dans les écoles, les universités ou au travail ne démontre pas nécessairement une piété ou une dévotion. Je vous remercie, mesdames et messieurs, pour votre attention. Merci, M. Tinaoui. Maintenant, je cède la parole à M. le ministre pour la période d'échange. Merci beaucoup, M. Tinaoui. Je m'excuse tout à l'heure, j'ai eu un petit oubli. Je suis très heureux, en fait, que nous terminions notre journée avec vous. Vous êtes un ancien professeur de la Polytechnique, n'est-ce pas? Oui, Monsieur le ministre. Durant plus de 30 ans? 30 ans, exactement. Donc, un chercheur universitaire émérite. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer pourquoi vous vous intéressez à toutes ces questions? Bon, je l'ai dit que je me suis senti interpellé parce que je pense que la laïcité est une chose extrêmement importante. Et en travaillant dans le milieu académique, je trouve cela très important que le milieu académique soit un milieu neutre, que ce soit les enseignants, que ce soit dans les écoles, les garderies ou l'université, qui n'affichent absolument aucun signe religieux. Si on permet aux professeurs d'afficher des signes religieux et on permet n'importe quoi aux étudiants de venir parader avec tous les signes religieux, quand ces diplômés sont sur le marché du travail et si jamais il y a un travail qui ne permet pas le port de signes religieux, il faut qu'on soit conséquent avec nous-mêmes. Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a le fait que, comme je l'ai dit, les signes religieux ne devraient pas être au travail, ni à l'université, ni dans les écoles. C'est tout. Alors, c'est un peu mon expérience universitaire. Et quand j'étais professeur, j'étais aussi très neutre vis-à-vis des étudiants que je dirigeais dans leur thèse, concernant tout aspect religieux. Vous avez vécu en Égypte, n'est-ce pas? Vous êtes originaire, J'ai grandi en Égypte, oui.
parlez-nous un peu de la perception du voile comme symbole politique. Bon, ce qui est arrivé, c'est que dans mon mémoire, d'abord, vous avez des photos qui sont une preuve... Expliquez-nous un peu ces photos, d'ailleurs, là. Bon, c'est justement, c'est là où la réponse à votre question intervient, Monsieur le ministre. C'est que ces photos-là, quand on regarde l'année 59 et l'année 78 de la faculté, le département d'anglais de la faculté des arts de l'Université du Caire, il n'y avait absolument aucune femme voilée. Aucune. Et la majorité des gradués étaient des femmes. Quand on passe à l'année 95, il y a peut-être 70% des femmes qui sont voilées. Quand on va à l'année 2004, elles sont toutes voilées. Alors, la question que je me suis posée, qu'est-ce qui est arrivé? Alors, ce qui est arrivé, c'est bien sûr l'influence des frères musulmans. Les frères musulmans, c'est une confrérie qui œuvre en Égypte depuis 1928. Et son objectif est de faire de l'islam quelque chose de très politique. Les imams qui enseignent la religion voulaient absolument un retour à l'islam intégriste, à l'islam fanatique, et même si ça va à l'encontre de ce qui est écrit dans le Coran n'oblige absolument aucune femme de porter le voile, et c'est pour cela que je me suis senti obligé de fournir quand même à cette noble assemblée au moins une certaine forme de preuve scientifique, pour ne pas dire photographique plutôt. Oui. Alors, le fond de l'histoire, c'est la confrérie des frères musulmans. Ils sont présents un peu partout dans 70 pays et bien sûr, ils ont une influence énorme. Et ce qui est le plus dérangeant, c'est le lien avec certains organismes terroristes. Voilà. Mais est-ce que comment est-ce que vous décriveriez, dis-je bien, la confrérie des frères musulmans? Est-ce que c'est d'abord et avant tout un mouvement religieux, un mouvement politique pour vous? C'est d'abord et avant tout un mouvement politique qui se cache derrière l'aspect religieux. Alors, il utilise l'aspect religieux et le mouvement est politique. Pourquoi il est politique? Parce que il voulait tout d'abord se débarrasser de la présence britannique en Égypte. Ça, c'est pour commencer. Deuxièmement, il voulait aussi remplacer il voulait la création d'un califat, ça veut dire un État théocratique où le père spirituel de l'islam aurait les pouvoirs religieux, politiques et militaires. Donc ça, c'est aussi leur objectif. Et aussi un retour à l'islam intégriste qui permettrait à ce moment-là d'avoir un contrôle sur la situation au niveau de la population égyptienne. Maintenant, la manière dont ils ont réussi à faire ce cheminement-là, par le biais de la religion, c'est en s'occupant des œuvres caritatives. Donc, c'est là où le gouvernement a échoué au niveau des aides caritatives, au niveau des hôpitaux, au niveau social. Les frères musulmans étaient omniprésents, bien sûr. Alors, c'est évident que les gens ont porté une oreille très attentive aux imams qui prêchaient le retour à l'intégrisme et le port du voile pour les femmes et tout ce qu'on a vécu ici, tout ce qu'on voit ici. Alors, essayons de voir maintenant comment votre analyse se décline, je vous dirais, sur le plan de l'individu. Parce que, dans le fond, ce que vous dites, c'est que le voile, ou enfin le fait qu'il s'est répandu de plus en plus, notamment en Égypte, c'est sous une impulsion politique que c'est arrivé, c'est sous l'impulsion donc de ce mouvement politique qui se cache derrière le religieux, dites-vous, qui est la confrérie des frères musulmans. Donc on comprend, je dirais, l'explication, l'historique que vous faites de cette évolution, mais vous n'iriez certainement pas jusqu'à dire que toute femme qui porte le voile est porteuse d'un message politique. Ou est-ce que vous iriez jusque-là? Disons que s'il y a eu un conditionnement pendant plusieurs années
c'est évident que c'est difficile pour certaines de ces femmes-là, de s'en défaire de ce conditionnement qui, bien sûr, les a conditionnées à porter le voile. Et bien sûr, il y a aussi des pressions énormes au niveau familial et de la société. Donc, même s'il y a des femmes qui ne voudraient pas le porter, il y a une obligation sociale et familiale qui fait qu'elles n'ont pas de choix. Alors, c'est pour cela qu'elles le portent. Parce oui, je comprends. Mais vous dites, elles le portent, pour certaines d'entre elles, du moins par obligation. Vous ne dites pas que toutes les femmes qui portent le voile le portent par obligation. Non, je dis il y a certainement un faible pourcentage qui le porte par conviction religieuse, mais la très grande majorité, c'est pour des raisons politiques. Si vous regardez les photos, il y a 50 ans, le voile n'existait pas, ni en Égypte, ni au Maroc, ni en Tunisie, sauf en Arabie saoudite, qui est le gardien de l'islam. Alors, est-ce qu'on va dire à ce moment-là que toutes ces femmes musulmanes qui habitaient dans ces pays-là, il y a 50 ans, étaient des infidèles, étaient des femmes qui n'obéissaient pas à leur religion? Non, elles étaient des femmes normales. Elles étaient libérées de n'importe quel signe religieux. Et c'est par la suite, et c'est ça la démonstration que j'essaye de faire, c'est qu'il y a eu un mouvement qui a forcé ces femmes-là à couvrir leur tête. Et maintenant, il y a plusieurs formes de couverture. Il y a le voile, il y a le niqab, il y a la burqa, il y a le tchador, il y a plein de variantes. Et comme je le disais dans mon mémoire, quand j'étais en Égypte, j'avais beaucoup de femmes musulmanes que je connaissais. Je dirais non seulement les signes religieux n'existaient pas, et c'est pas juste en Égypte. Le vocabulaire n'existait même pas. Alors, et c'était la même chose en Tunisie, au Maroc, dans tous ces pays que j'ai pu visiter pour travail ou autre. Il n'y avait pas de femmes voilées. Il n'y en avait pas. Alors, j'ai essayé de comprendre pourquoi il y a eu soudainement cette mode, entre guillemets, religieuse. Et c'est pour cela que j'ai entrepris cette recherche sur la base de lectures que j'ai faites, sur la base de photographies que je vous présente, sur la base de contacts avec beaucoup de gens. Et finalement, j'ai aussi distribué copies à certaines personnes, copies de mon mémoire, et j'ai reçu énormément de réponses à l'effet que le dénominateur commun était, on a appris beaucoup de choses, parce que la population locale n'était pas consciente de tout cet historique-là. Elle vit avec le fait qu'on a au Québec maintenant une communauté qui porte le voile, chose qu'il y a 20 ans, et je pense que vous êtes tous témoins, il y a 20 ou 25 ans, c'était rare de rencontrer une femme qui était voilée, que ce soit au travail ou dans la rue. Ce n'est plus le cas maintenant. Alors, je me suis posé la question, pourquoi? Et j'ai apporté une réponse. Elle n'est peut-être pas la réponse idéale, mais c'est une réponse basée sur mes lectures et ce que j'ai pu en déduire dans ma mémoire. C'est tout. Vous avez parlé du tchador. Qu'est-ce que vous en pensez du tchador, vous? Je ne pense pas. C'est inacceptable. Je ne pense pas qu'une femme de son propre chef pourrait vouloir porter le tchador. Elle est certainement obligée de le faire. C'est pour ça qu'on dit que c'est un symbole intégriste. C'est que la part de libre choix est... Mais moi, tous les symboles religieux... C'est une pratique inexistante, oui, selon vous et selon beaucoup d'autres personnes. Je suis d'accord avec vous, Monsieur le ministre. C'est un symbole intégriste qui est pas très beau, mais aussi il y a d'autres symboles religieux qui, selon moi, n'ont pas leur place au travail. Je dis bien au travail. Maintenant, je respecte la liberté des personnes religieuses de porter leur symbole là où elles veulent, à la maison, dans la rue, partout, mais pas au travail. Je vous donne l'exemple, une vendeuse qui placotait dans un autobus en France, et bien sûr, on ne va pas importer l'expérience française au Québec, mais c'est juste un exemple.
une vendeuse qui parlait avec le chauffeur d'autobus, qui de toute évidence était d'origine maghrébine comme elle. Arrivée à sa station où elle devait descendre, elle enlève son foulard parce qu'elle va au travail. Elle finit son travail, elle remet son foulard. Alors, je trouve ça très bien. Je respecte cette femme-là parce qu'elle a ses convictions, mais elle a le respect aussi des autres personnes qu'elle sert comme vendeuse. Et c'est ça ce qu'on devrait avoir, que ce soit dans les écoles, les universités, dans la fonction publique, n'importe où au travail, pas de symbole religieux. C'est ça mon message. Maintenant, si vous voulez comprendre l'historique du voile, qui est bien sûr la chose la plus évidente pour nous tous depuis les 20 dernières années, je vous invite à lire le texte que j'ai soumis, c'est tout. Alors revenons donc à cette dynamique que vous décrivez en Égypte et ailleurs. Comment est-ce qu'elle se transpose au Québec? Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Parce que vous dites, dans le fond, ce que j'ai observé et ce que je démontre avec les photos là, de l'évolution de la situation en Égypte, ce que vous avez dit, c'est que vous avez observé un peu la même évolution ici au Québec. C'est pas nécessairement la même concordance de date, là, mais l'espèce de chronologie d'évolution, la tendance, dans le fond, est la même. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire comment, à votre avis, cette situation qui s'est produite dans le monde arabe ou le monde arabo-musulman s'est-elle transposée au Québec? Écoutez, Monsieur le ministre, je ne suis pas un sociologue ni un philosophe. J'ai pris la peine de le préciser. Je dis, vous réfléchissez à ces questions. Si on regarde l'immigration des pays arabes durant les 40 dernières années, il n'y avait pas d'immigrants qui venaient qui soient de n'importe quelle religion, il n'y avait pas de signe religieux qui accompagnait les migrants. Ça, c'est clair. La nouvelle vague d'immigrants qui vient de l'Afrique du Nord, et ça, c'est une politique du gouvernement pour favoriser la connaissance de la langue française, l'adaptation possible, rapide, etc. Cette nouvelle vague d'immigration depuis les 15-20 dernières années était accompagnée d'immigrants qui portaient le voile. Et ce port de voile-là, on le retrouvait dans le pays d'origine, et c'est pour ça qu'ils viennent avec. Ces femmes-là ont été conditionnées. Et d'ailleurs, il y a certaines femmes plus âgées qui ne portent pas le voile, mais il y a une tendance parmi les plus jeunes de le porter, parce qu'elles ont été conditionnées par le mouvement des frères musulmans et les imams et tout le reste. Donc, je vous donne une explication que je pense reflète un peu l'immigration qui a eu lieu à différentes phases. Il y a 50 ans, il y a 40 ans, ces immigrants qui venaient des pays arabes s'adaptaient, selon moi, beaucoup plus facilement en oubliant tous les signes religieux par rapport aux immigrants les plus récents durant les 20 dernières années. Sur la question générale là, de l'interdiction du port des signes religieux dans les institutions publiques, tout à l'heure, il y a une dame qui est venue nous présenter son mémoire, Madame Laouni, qui disait, écoutez, moi, le voile, là, ça fait partie... D'abord, c'est une prescription religieuse et ça fait partie de mon identité. Ne me demandez surtout pas d'y renoncer. Et moi, je lui faisais valoir l'argument de dire, écoutez, c'est très bien, vous nous donnez votre perspective et c'est ce qu'on vous demande de faire. Mais est-ce que vous pouvez également vous mettre à la place du citoyen qui s'adresse à vous, théoriquement, qui vous demande un service et qui reçoit votre message religieux et qui considère que ça le brime dans sa propre liberté de conscience. Vous nous demandez de respecter votre liberté de religion, votre liberté de porter ce voile, mais concevez-vous que la personne qui vous demande un service, qui s'adresse à vous, elle aussi a une liberté, sa liberté de conscience, et qu'elle considère que cette liberté-là est brimée par le message religieux que vous lui soumettez. On est pas mal au cœur de l'affaire, là. Qu'est-ce que vous répondez, vous? Comment vous réglez ça, cette tension-là, ce débat-là? Quelle est la réponse que vous apportez à cette tension? Écoutez, la première question que je poserai à cette dame, pourquoi elle porte le voile puisque le Coran ne l'oblige pas? Alors, si le Coran ne l'oblige pas, pourquoi le porter? Elle a dit que c'était une prescription religieuse. Je ne fais que rapporter ses paroles, je ne prends pas position, mais je vous rapporte ce qu'elle nous a dit. C'est exactement le mot qu'elle a utilisé, prescription religieuse. Je vous donne les prescriptions du Coran. Les 5 piliers de l'islam, croire en Dieu, prier,
5 fois par jour, faire la charité, faire le ramadan, et si on a les moyens, faire le pèlerinage à la Mecque. Voici les prescriptions de l'islam. Alors, cette dame-là, si elle veut des prescriptions, un peu comme les chrétiens, il y a des chrétiens qui vont à la messe tous les jours, il y en a d'autres qui vont une fois par an, il y en a d'autres qui vont pas du tout. Alors, si elle a pris une attitude extrême, elle est en train de nous dire, ma religion est plus importante que le travail. Ma religion a préséance sur le travail. Mais je m'excuse. Moi, je suis un immigrant. Mais je ne suis pas venu pour prêcher une religion quelconque. Je suis venu pour travailler, pour apporter une contribution à cette société accueillante et que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que je me suis adapté et que je suis très confortable dans ce que j'ai fait et que je continue à faire. Or, je trouve que si on regarde un peu l'historique de l'immigration au Québec, les Italiens, les Grecs, les Vietnamiens et même les Haïtiens, qui sont une minorité visible, se sont adaptés. Les Latinos se sont adaptés. Aucun accommodement n'était demandé. Comment se fait-il maintenant qu'on a tous les jours des accommodements possibles et imaginables? Et aussi, on a des aberrations, comme on a vu la semaine dernière à l'Université de York, avec des étudiants qui prétendent qu'ils ne peuvent pas être en compagnie de femmes, mais des étudiants en sociologie en plus, avec des doyens qui n'ont aucun jugement, qui donnent raison à l'étudiant. Moi, je lève mon chapeau à ce prof qui a mis et le doyen à sa place et forcé l'étudiant à revenir en cours. Après tout, l'université, c'est un endroit où le savoir a préséance sur la religion. On n'est pas au temps de Galilée, parce qu'il a dit que la Terre tourne autour du Soleil, il a été excommunié. Bon, mais c'est ça ce qu'on est en train de retourner à ce stade-là, où maintenant c'est la religion qui excommunie la science. Voyons donc, il y a quand même des limites. Alors c'est pour cela que je suis très, surtout au milieu universitaire, je vous donne un courriel, Monsieur le ministre. Bon, je vais laisser tomber. C'est trop flagrant. C'est trop quoi? Flagrant. Un courriel que j'ai reçu de la part de quelqu'un qui exprimait sa grande surprise lorsque certains étudiants dans une université que je ne nommerai pas ont poussé des cris de joie lorsqu'il y a eu la chute des 2 tours à New York le 11 septembre. Alors, c'est quand même un événement tragique, mais qui se traduit aussi par quand même quelque chose où la religion devient une expression politique. Il nous reste 2 minutes. Oui, monsieur. Pour ma part, je veux dire. Est-ce que j'aimerais ça que vous nous disiez la responsabilité collective que nous avons comme parlementaires, comme élus de la population québécoise. Vous avez 2 minutes pour dire à quel point c'est important, c'est urgent, je ne sais pas, mais je vous laisse 2 minutes pour que vous nous mettiez devant nos responsabilités. Écoutez, vous, les membres de cette noble assemblée, vous avez une obligation de livrable. Et je vous le soumets en tout respect. Vous êtes obligés de livrer quelque chose qui soit acceptable au niveau de la laïcité, dans le sens que le travail, c'est sacré. Sans vouloir faire un jeu de mots, le travail est sacré pour tout le monde. Et à ce moment-là, vous devez trouver un mécanisme par lequel l'Assemblée nationale devrait voter à l'unanimité quelque chose qui, à ce moment-là, viendrait renforcer la notion du travail. Et à ce moment-là, toute question d'accommodement devient inutile. Il n'y a plus d'accommodement. Si quelqu'un veut porter son signe religieux dans le centre d'achat, dans la rue, en voiture, au cinéma, c'est très bien. C'est là la liberté de religion, c'est là la liberté d'expression, c'est là la liberté de cours, mais pas au travail. OK, mais si on ne peut pas avoir l'unanimité pour voter une interdiction sur le port des signes religieux,
Vous considérez qu'on devrait y renoncer ou vous considérez qu'il faut aller de l'avant? Non, il faut aller de l'avant. Il faut convaincre tout le monde de faire du bien. Il faut essayer de convaincre tout le monde. Mais si on n'est pas capable de convaincre tout le monde, il faut aller de l'avant. Absolument. Je suis d'accord avec vous, Monsieur le ministre. Il faut aller de l'avant. Écoutez, vous prêchez à un converti dans le sens Oui, je comprends, mais je sens un sentiment d'urgence dans vos propos. C'est comme, est-ce que j'ai raison de penser que pour vous, il faut le faire maintenant et ça devient important, ça devient urgent de le faire maintenant? Il y a comme est-ce que j'interprète ou est-ce que je lis bien vos propos? Si vous commencez maintenant et que ça va prendre du temps à régler la problématique et qu'en bout de ligne, on a une motion unanime de l'Assemblée, alors prenez le temps qu'il faut. Mais s'il n'y a absolument aucune réception de la part de l'opposition, à ce moment-là, c'est un dialogue de sourds, ça devient inacceptable. Comme je vous le disais, Monsieur le ministre, vous, les membres... Je m'arrête. Je dois céder la parole au porte-parole de l'opposition, le député de Lafontaine. La parole est à vous. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur Tinaoui, pour votre temps, le temps d'avoir préparé le mémoire et de nous le présenter ici aujourd'hui et de répondre à nos questions. Votre expertise, votre expérience personnelle est intéressante. J'aimerais savoir, en page 2 de votre mémoire, il y a 4 photographies de l'Université du Caire, Faculté des Arts, département d'anglais. Est-ce que c'est vous qui avez pris les photographies? Non. Non. C'est sur le site Internet et je cite la personne qui les a publiées sur le site Internet. OK. Moi, j'ai quitté l'Égypte en 1960. OK. Et on voit sur certaines photos, on voit des femmes qui portent un foulard sur la tête, le hijab, portent le hijab. Selon vous, est-ce que le hijab est de facto un signe d'oppression? Absolument. C'est un signe d'oppression. Est-ce qu'il peut y avoir des exceptions et des femmes qui le portent sans que ce soit un signe d'oppression? Par conviction religieuse, vous voulez dire? Oui, conviction religieuse, identité. Ça pourrait exister. C'est possible que ça existe, oui, des femmes qui le portent par conviction religieuse, mais à ce moment-là, je vous poserai, si vous permettez, oui. Monsieur le député, où, si elle le porte au travail, ça, je m'excuse, là, je ne serai jamais d'accord avec ça. Si c'est dans la rue, si c'est au cinéma, si c'est n'importe où ailleurs, dans la mosquée, c'est l'endroit pour ça. Et ici, c'était à l'université, est-ce que c'était l'endroit pour ça? Selon moi, personnellement, jamais. À quel endroit? Nulle part? Jamais? Nulle part. Nulle part, jamais. Ni le personnel, ni les étudiants. C'est le savoir a préséance sur la religion. Et donc, ce serait comme en France, et même plus, parce qu'en France, il y a une certaine liberté, ce serait en aucun temps, en aucun lieu, port du voile? Je pense que on ne peut pas... Il y a un monsieur qui, ce matin, a dit on ne peut pas importer une recette d'ailleurs. Il faut s'inspirer d'une recette d'ailleurs et l'adapter au contexte québécois. Alors, ce qui se passe en France, c'est sûr, il faut que ça soit sur le radar québécois. Comment on l'interprète, comment on l'ajuste ici, c'est à vous autres, mesdames, messieurs, de le faire. Et à ce moment-là, les solutions seraient acceptables pour tout le monde. Mais en France, les étudiants laissent leur kippa à la porte de l'école et la reprennent après. Je respecte ça à 100%. Donc, on a déjà établi une première chose, c'est qu'on ne peut pas faire, permettez-moi l'expression, du copier-coller. Ça se passe en France, donc de facto, on doit le faire au Québec. Il faut, ce qu'on a déjà analysé avec d'autres intervenants, évidemment, y aller à son rythme, analyser la société québécoise, canadienne, et ne pas importer, là, tout bêtement ce qui se fait ailleurs. Donc, si je vous comprends bien, c'est ce que vous nous dites, il faut avancer, et tous ici en cette Chambre ne veulent pas voir une prolifération de l'intégrisme, mais quant aux législations, aux façons de faire, ça relève de la société, au cas par cas, là, de la société, je veux dire. C'est ça? Parce que je vais, si vous permettez, monsieur le député, le Canada et le Québec, c'est un pays d'immigration. Or, l'Angleterre et la France, c'était des pays colonialistes. Ils avaient des colonies. Alors, ce n'est pas des pays d'immigration. Ce qui fait que, avec les lectures que j'ai faites concernant ce travail que je vous ai déposé, après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une destruction totale de l'Europe, une pénurie de main-d'œuvre phénoménale. Et c'est là où l'Angleterre et la France ont été puisées de ressources humaines
dans leur colonie. Bon, la porte était grande ouverte, elle est restée grande ouverte, et les problèmes étaient aussi de la même taille que la porte qui était grande ouverte. C'est ça ce qu'on voit en France, en Angleterre. Le Québec et le Canada, c'est un pays d'immigration. Ce n'est pas des pays colonialistes, que ce soit les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, c'est des pays d'immigration. Ce n'est pas des pays qui avaient des anciennes colonies. Alors, il y a quand même, vis-à-vis de l'immigrant qui choisit de vivre là, il y a une obligation de respect par rapport à tous les immigrants qui ont précédé et qui ont travaillé la terre, qui ont préparé le pays. Moi, je suis arrivé dans Montréal il y a 47 ans, une ville développée, un métro, tout ce que vous voulez. Mais si mes aïeux étaient venus ici il y a 350 ans, ça aurait été une autre histoire pour eux. Alors, il faut respecter ce travail qui a été fait. Vous dites le Canada, le Québec, un pays d'immigrants. Vous êtes parfaitement au courant qu'il y avait l'entente Colonne-Couture. En 91, il y a eu l'entente sur l'immigration. Donc, le Québec est maître totalement de son immigration, à l'exception des accords internationaux et pour ce qui est des réfugiés politiques. Donc, le Québec sélectionne, va chercher ces immigrants. À ce niveau-là, est-ce que vous avez une réflexion quant à la façon de faire du Québec, quant aux critères utilisés? On parle beaucoup du critère premier qui est l'expression française par les Français, et en français, pardon. Et en ce sens-là, avez-vous une réflexion quant à la façon dont le Québec fait son immigration? Parce qu'encore une fois, le Québec, province au sein du Canada, mis à part les réfugiés politiques, a totalement, le regroupement familial a totalement compétence pour la sélection. Alors, est-ce qu'il y a là des éléments de réflexion? Ma réflexion, c'est que oui, le Québec a raison de choisir son immigration et il a parfaitement raison de vouloir miser sur une population qui connaît déjà la langue et qui puisse s'adapter. Mais si maintenant, entre la langue et la religion, entre la langue et la société d'accueil, il y a une barrière, il y a un mur qui est la religion, cette intégration ne se fait pas. Et comment je vous en prie, pardon. Si vous permettez, j'aimerais vous citer le directeur des Cahiers de l'Orient à Paris, M. Antoine Sfer, un grand spécialiste du Moyen-Orient, souvent à Radio-Canada on l'entend, qui s'alarmait de voir des intégristes, et voilà ce qu'il dit. Ériger lentement, mais sûrement, une société en marge des communautés nationales qui rejette de facto l'intégration dans les pays d'accueil. Alors, pour répondre à votre question, Monsieur le ministre, si on a des Latinos qui sont ouverts à apprendre le français en 2-3 ans et s'intégrer, je préférerais ça à des immigrants qui, à cause de la barrière religieuse, ne vont jamais s'intégrer. Message très fort. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. J'aimerais, avant de céder la parole à mes collègues rapidement, vous avez parlé d'un travail, prenez le temps qu'il faut, important d'aller chercher un plus large consensus. Je crois déceler, et corrigez-moi si j'ai tort, mais honnêtement, je crois déceler de votre part la nécessité que vous nous soulignez. Hâtez-vous lentement, mais allez chercher le plus large consensus possible. La nécessité d'un consensus, si on ne parle pas de la quasi-unanimité, d'un très, très large consensus sur de telles questions qui, autant si elles nous étaient enfoncées dans le fond de la gorge, seraient divisives, autant que si elles recueillent ce niveau élevé, oui, d'approbation et d'acceptation, autant ce travail-là de longue haleine est nécessaire afin d'avoir une cohésion sociale. Et en bout de piste, c'est ce que l'on veut, avoir une cohésion sociale. Et on dit que les radicaux religieux attaquent cette cohésion sociale. Ouais. Alors, à l'inverse, avec un remède de cheval, on pourrait tuer le patient. Est-ce qu'en voulant imposer des éléments qui brisent cette cohésion sociale-là, on n'est pas en train de faire justement une œuvre qui, comme on le constate au Québec, sur l'interdiction, mériterait de peut-être scinder le projet de loi, faire avancer le Québec sur ce qui nous rassemble et laisser de côté l'interdiction et poursuivre la discussion d'aventure? Écoutez,
j'ai un peu de difficulté à vous saisir concernant scinder le projet. À ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez dire? Je voulais dire que sur les balises pour que tout accommodement soit raisonnable, tout le monde s'entend, visage découvert pour réception des services et dispensation des services de l'État, tout le monde s'entend. Également sur l'interdiction du prosélytisme, tout le monde s'entend. Demain matin, il y a uniquement sur les 5 éléments, un seul sur lequel nous passerons 270 heures, c'est l'interdiction de signes religieux. Le message que je veux décoder chez vous, et corrigez-moi si j'ai tort, l'importance de faire avancer le Québec et de continuer le débat, mais de ne pas tenter d'imposer le 5e élément qui fait nettement division au Québec. Écoutez, si il y aura des balises pour les signes religieux, pour les accommodements concernant les signes religieux, tout le monde s'entend. Ça veut dire du travail à temps plein pour les avocats. Ça veut dire que ça va être contesté, ça va être un autre signe religieux, ça va être un autre accommodement, et on n'en finira plus. C'est pour cela que la question de laïcité et d'accommodement, c'est deux mots qui sont incompatibles. Alors, ou on a une laïcité, et à ce moment-là, on n'a pas besoin d'accommodement, ou bien on n'a pas de laïcité, et on a une série d'accommodements, et on en a tous les jours. Les tribunaux disent, aujourd'hui, le kirpan est permis, demain, le turban est permis, après-demain, le voile est permis, le tchador est permis, tout est permis. Il y a des limites aux accommodements, et je pense qu'il n'y aura pas, ça ne finira plus. Alors, c'est pour cela que je préfère qu'il y ait un vote ou bien une motion très claire de la part de l'Assemblée nationale, un message très fort à la population et aux employeurs et aux universitaires serait de dire, bon, mais écoutez, il faut respecter la loi, c'est tout. Et c'est ça que je souhaite de tout cœur. Député de Notre-Dame-de-Grâce, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Merci. Bonjour, Monsieur Tinaoui. Bonjour, Madame. Peut-être dans un premier temps, en défense de notre immigration au Québec, il faut savoir que les immigrants sélectionnés, et j'aimerais souligner les Maghrébins, c'est parmi les plus scolarisés. Vous savez, la pub de l'Ontario, on se fiche de ce que vous portez sur votre tête, on s'intéresse à ce qu'il y a dans votre tête. Il y a vraiment une qualité, puis je vous dirais que la plupart, et c'est une étude de la Commission des droits de la personne, de ces immigrants sélectionnés économiques sont moins religieux que les Québécois. Juste, c'est une donnée de la Commission. Alors, il faut faire attention de ne pas mettre toute cette immigration, une image. C'est sûr que par le regroupement familial, qui est de juridiction fédérale, il y en a peut-être d'autres qui viennent, mais et c'est une immigration qui est très francophone. On l'a entendu aujourd'hui, le niveau de français, les compétences linguistiques, elles sont vraiment là. Donc, je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je sentais l'importance de le dire parce que j'ai eu à côtoyer beaucoup de ces nouveaux arrivants. Ils m'impressionnent tellement. Et je n'ai pas vu beaucoup qui portent de signes religieux dans l'immigration sélectionnée. Ceci étant dit, on parle du voile, mais le médecin, le chirurgien cardiaque, qui travaille au Jewish ou à l'Institut de cardiologie, qui va opérer sur votre cœur, là, puis il est brillant, c'est le meilleur, porte la kippa. Ça fait des générations qu'il est ici. Puis on lui a jamais dit qu'il ne pouvait pas porter sa kippa. Vous êtes en train de dire que soudainement, du jour au lendemain, au nom d'une laïcité qu'on a décidé soudainement qui est une nouvelle réalité juridique. Soudainement, on décide, c'est une nouvelle réalité juridique qu'on ne connaît pas par ailleurs. On a toujours eu la laïcité ouverte qui dit qu'on ne fait pas de prosélytisme. On n'a jamais, ici au Québec et au Canada, associé le port d'un signe religieux avec la non-laïcité. Jamais. En autant qu'on est neutre dans le travail qu'on fait, moi, j'ai eu des médecins qui portent le voile. On n'a jamais parlé de religion. Ils portaient attention, et excellente et compétente. Jamais j'ai été comme énervée par ça, pas du tout. À l'hôpital pour enfants, au Children's.
J'ai parlé avec des universités de l'Université du Québec qui me disent ils ont des étudiants brillants, certains qui portent le voile, pas beaucoup, certaines, qui font de la recherche. Et là, ils s'inquiètent, les profs à l'Université du Québec s'inquiètent que, soudainement, à cause du projet de loi, ces personnes-là ne pourront plus faire de la recherche avec eux. Alors, tout ce que je vous dis, c'est ce que j'essaie de vous dire, c'est que il y a un critère important en droit, dans une société qui respecte la règle de droit. Et c'est les mots-clés libres et démocratiques qui ont un vrai sens. On ne peut pas chambarder soudainement une société et dire voici les nouvelles règles. Là. Tout le monde, ça fait peut-être des générations que vous connaissez d'autres règles, mais là, on décide qu'il y en aura d'autres. Au nom d'une laïcité qui n'a pas été définie. Et quand on parle aux juristes, ils disent on s'entend sur la neutralité religieuse de l'État. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui s'entendent sur le sens de laïcité. D'où ces deux expressions, laïcité fermée, laïcité ouverte. Ouverte qui ne met pas beaucoup d'accent sur le port de signes religieux. Et on l'a entendu, des témoins, on va entendre beaucoup de témoins, surtout dans le réseau de la santé, des professionnels, des gens brillants. C'est le plus important employeur, c'est le réseau de la santé à Montréal. Et c'est là qu'on va voir beaucoup de problèmes. Alors, quand on parle de consensus, je comprends ce que vous dites et évidemment, de vouloir effacer le tableau de notre histoire et de refaire le tableau, c'est séduisant. Hein? Tout le monde est pareil, on aseptise le milieu, puis on ne verra plus de signes religieux, tout va être beau et parfait. Mais ce n'est pas ça la réalité humaine. On a une histoire de diversité, de plusieurs religions qui se côtoient depuis longtemps. L'immigration des années 50 et 60, on comprend 40 soit catholiques, Grecs, les Italiens, les Européens. Et c'est à partir des années 70 qu'on avait donc plus une immigration de diversité du Maghreb. Alors, quand on parle à tout le moins, je ne pense pas qu'on va se convaincre, mais à tout le moins d'avoir un débat qui soit une discussion. Il y a beaucoup de gens qui demandaient une charte de la laïcité il n'y a pas si longtemps. On semble avoir mis ça de côté, mais les gens veulent avoir ce débat. Et ça va beaucoup plus profondément que le port de signes religieux. C'est sur le financement des écoles religieuses, etc. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont comprises ou qui pourraient être comprises dans un débat sur la laïcité. Là, on est strictement sur le port de signes religieux. Alors, la réponse, c'est la réponse, c'est est-ce que vous saisissez le sérieux de venir, ce que moi j'appelle chambarder une société qui avait une compréhension du vivre ensemble et qu'est-ce que ça prendrait pour l'amener là où vous pensez qu'elle devrait amener ou peut-être quelque chose entre les deux. Ou vous pensez qu'on peut faire ça? Vous avez parlé de consensus, vous avez parlé de débat. J'aimerais vous entendre sur quel niveau de débat et je veux dire, est-ce qu'on fait ça du jour au lendemain ou est-ce qu'il faut vraiment enclencher un débat? Parlons justement du juif qui porte la kippa au lieu de toujours le voile. Écoutez, d'abord, j'apprécie vos commentaires. La communauté juive est intégrée ici depuis très longtemps. Alors, moi, je suis amateur de musique classique. Je vais à beaucoup de concerts, pas seulement à Montréal, et à travers le monde. Klemperer, Scholti, Barenboim, Levine, c'est tous des juifs. J'ai beaucoup d'admiration pour leur talent. Il n'y a personne qui porte le voile. Je m'excuse, la kippa. OK? Einstein ne portait pas la kippa. Alors, s'il y a quelques chirurgiens, nonobstant leurs compétences, qui veulent porter la kippa, moi je me pose la question, pourquoi doit-il la porter à l'hôpital? De toute façon, on ne la verrait pas avec tout son attirail de chirurgien. Alors, c'est évident que... Malheureusement, je dois vous arrêter. La question était bonne, un peu longue, mais bonne. Parce que vous avez une réponse laissez quand même un peu de temps. Non, mais il n'y a plus de temps, là. Alors, juste vous rappeler quand même que si vous voulez laisser du temps pour une réponse, juste considérer ça. Quand c'est terminé, mais je dois vous arrêter. Alors, Madame la députée de Montarville. Merci beaucoup, Monsieur le Président.
Bonjour, Monsieur Tinaoui, merci. Merci pour votre mémoire. C'est intéressant de voir ces photos-là, des photos qui circulent d'ailleurs sur Internet du Caire en Égypte. On voit l'apparition des voiles. Il y en a des similaires aussi sur les réseaux sociaux de l'Iran, de l'Afghanistan. C'est le même processus qu'on voit. Vous avez dit, et là je vais vous citer durant la présentation de votre mémoire, que vous croyez que les signes religieux sont des signes politiques. Alors, selon vous, je vous pose la question, est-ce que tous les signes religieux sont des signes politiques ou certains plus précisément? Tous. Tous? Tous, sans exception. Parfait. Vous disiez aussi que la forte majorité de ceux et celles qui les portent le font pour des raisons politiques. Oui. Est-ce que vous avez constaté que c'est la même situation, et là, à partir de votre expérience, la même situation qui se vit ici au Québec? Qu'on les porte pour des raisons politiques? Écoutez, c'est sûr que si l'objectif est la propagation de l'islam, parce que c'est la solution par rapport à certaines de ces personnes-là, elles vont le porter pour des raisons non pas religieuses, mais politiques, comme vous le mentionnez, comme je l'ai mentionné aussi. Alors, il y a une raison, la propagation, et c'est pour cela que ça ne m'étonne pas de voir beaucoup de femmes le porter par obligation. Alors, je vous cite, je ne sais pas si vous avez vu dans Le Devoir, une lettre, la semaine dernière, de Mme Colette Provost. Elle dit, Colette Provost, elle enseigne le français aux nouveaux immigrants. Donc, elle est en contact avec les immigrants qui viennent d'arriver. Et elle dit, en général, les femmes voilées ne choisissent pas de porter le voile. Il leur est imposé par le milieu familial. Ces femmes voilées contre leur gré, on ne les entend pas à la télévision, on ne les entendra jamais, car si elles parlent, elles seront amèrement punies. Maintenant, c'est sûr, Mme Colette Provost a eu la confiance de ces femmes-là qui se sont confiées à elle. Et elle dit, le voile n'est pas une obligation inscrite dans la religion musulmane, pourtant il est incontournable chez les intégristes. Les hommes sont là, surveillent, menacent, sévissent. Je comprends bien votre position. J'ai une dernière question. J'ai un temps imparti, alors je vais y aller tout de suite avec ma dernière question. Alors, selon votre connaissance personnelle, quel message est-ce que ça enverrait aux intégristes du monde, l'adoption d'une charte de la laïcité ici au Québec? Quel impact est-ce que ça aurait selon vous? Par rapport au monde entier ou par rapport aux intégristes du monde? Aux intégristes du monde, du monde entier, enfin, ceux qui voudraient peut-être venir au Québec. Quel message? Non, mais c'est pas juste les intégristes. Quel effet, selon vous, ça aurait? Il n'y a pas juste les intégristes qui viennent au Québec. Je suis d'accord, mais ma question, c'est, selon vous, quel effet le projet de loi sur la laïcité aurait sur ceux qui auraient des intentions qui ne sont pas nécessairement pieuses? Un effet très bénéfique. Parce que si vraiment ces femmes, ce que Mme Provost dit, et ce que moi je pense aussi, que si ces femmes-là pouvaient être libérées du carcan religieux, elles seraient certainement pas obligées de porter le voile, elles seraient plus libérées. Les femmes qui disent elles vont perdre leur emploi, etc., mais elles n'auront pas à se poser ces questions-là. Elles seront libres de travailler là où elles veulent et elles n'auront pas ce choix de faire entre l'obligation sociale et familiale et le choix de travail. Alors, pour répondre à votre question, ce serait une excellente chose et ce serait vu d'une façon très positive. Au moins, les gens, avant de venir, vont dire, un instant, là, si je veux venir au Québec avec mon djellaba, ma burqa, ma kippa et le turban par-dessus, je suis mieux d'y penser 2 fois avant de venir. Merci beaucoup. Alors, merci, Madame la députée de Montarville. Maintenant, je cède la parole au député de Blainville. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Tinaoui, merci de nous apporter, j'allais dire, votre expertise, personnelle, votre expérience personnelle. Expérience personnelle. Vous avez fait référence, et c'est pas la première fois que je l'entends aussi à l'extérieur. On parle souvent, par exemple, du voile, où on vient dire, ces femmes-là n'ont pas le choix. Ils sont sous le joug, entre guillemets, d'intégristes, leurs maris. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on devrait surveiller? Tantôt, vous faisiez référence aux barbus. J'ai entendu, je ne sais pas combien de femmes qui me disent, c'est ça, nous, on va enlever nos voiles, mais les barbus, eux...
Alors, je ne vais pas jusqu'à dire qu'il faudrait interdire la barbe, là, c'est pas ce que je dis, mais est-ce qu'il y a autre chose qu'il faudrait surveiller ou il faudrait être à l'affût pour éviter, effectivement, parce que je sens ça, on me l'a dit à plusieurs reprises, et vous l'avez mentionné tout à l'heure. Pierre le Grand, il y a 300 ans, a défendu à tous les Russes d'avoir la barbe. Alors, il les a forcés à se raser et s'habiller à l'occidental, parce qu'il voulait rapprocher le peuple russe de l'Europe. Et ceux qui ne voulaient pas se raser, ils avaient une pénalité à payer. Alors, je ne suis pas là pour donner des idées au ministre des Finances, mais c'est juste pour vous dire que c'est vrai. Mais d'un autre point de vue, si les femmes voilées sont, disons, très visibles, et si c'est un signe de port religieux, à ce moment-là, la loi, si elle est passée, si elle est acceptée, s'il y a une neutralité religieuse, les hommes n'auront pas de choix. Parce que c'est évident que la barbe des intégristes est reconnaissable. Ce n'est pas une barbe esthétique comme monsieur tout le monde là qui porterait une barbe bien taillée. La barbe intégriste est très reconnaissable. Et à ce moment-là, si les femmes se libèrent de leur voile, elles vont forcer le mari à faire la même chose. Elles vont faire ce que Pierre le Grand a fait. C'est tout. Vous, je pense que vous avez bien répondu tout à l'heure en disant, oui, si la laïcité, si la charte de laïcité est appliquée, ça va envoyer un message à l'extérieur. Une dame, tantôt, nous disait, on devrait aller plus loin dans l'immigration, dire vraiment expliquer clairement aux immigrants que la suprématie de la religion n'est pas ce qu'on accepte ici. Vous nous avez également dit, le message le plus fort qu'on pourrait envoyer, ce serait une décision unanime de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire, et je pose la question pour avoir une réponse, non pas pour émettre une opinion de ma part, qu'à la limite, s'il fallait arriver à imposer, non pas les principes, mais l'application de la loi en imposant sur une échelle de temps plus longue pour permettre aux gens justement de s'y habituer, peut-être qu'ils sont là depuis très longtemps, est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui serait envisageable de dire, ou est-ce qu'on fait du jour au lendemain, ou est-ce qu'on dit, écoutez, il y aura quand même une période d'adaptation générale, pas simplement pour des milieux spécifiques, où justement les gens qui sont ici depuis 20-30 ans, qui portent la kippa, puissent s'adapter, la kippa ou autre chose, évidemment. C'est un excellent commentaire, Monsieur le député. Ma réponse serait, si c'est vraiment un laps de temps raisonnable, et c'est fait avec sincérité et avec conviction, les gens vont s'habituer à cette idée-là et vont finir par l'accepter. Et tout dépend du ton. À ce moment-là, si vous faites un travail où justement le bien fondé est mis de l'avant, la neutralité et la défense de porter des signes religieux au travail, tout en gardant la liberté ailleurs, et vous avez un laps de temps de X mois ou X années, et que ça soit vraiment sincère, et non pas dans un but électoraliste. Et ça, la population ne se trompe jamais. Alors, merci beaucoup, M. Tinaoui. Alors, merci pour votre présentation. Alors, sur ça, je lève maintenant la séance et la commission adjointe de ses travaux au mercredi 15 janvier, 9h30. Bonne fin de soirée.